Alors, nous accueillons maintenant le cercle de Mauréac qui nous présente un costume féminin du quotidien du Pays de Beau au début du XXe siècle. Je leur laisse la parole quand ils sont prêts. Alors, il faut bien pousser le bouton poussant juste. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le cercle celtique des Crollerien-Mauréac. Aujourd'hui, on va vous présenter la mode féminine costume du quotidien début 1900, donc de ce terroir. Le Pays de Beau est situé au centre du Morbihan. Il est composé d'une vingtaine de communes. Il est entouré au nord du Pays pontivien, au nord-ouest du Pays Fourlette, au sud du Pays Lorientais et du Pays Vanorais. Les communes les plus à l'est, telles que Bignan, Saint-Aloès et une partie de Mauriac, sont des communes limitrophes. C'est la frontière entre le gallo et le breton. En 1900, le Pays de Beau est marqué, comme beaucoup de territoires en Bretagne, par sa ruralité. Deux bourgs se distinguaient, le bourg de Beau et le bourg de Locminé. Sur cette dernière commune, de grandes foires étaient organisées. C'était un lieu de croisement entre les habitants de Locminé et les communes avoisinantes. Le costume qui vous est présenté est celui que l'on retrouve sur les cartes postales et les photographies le jour de ces grandes foires et marchés. C'est le costume de tous les jours pour aller au lavoir ou encore au travail dans les champs notamment. Pour ce dernier usage, on trouve certaines spécificités qui vous seront présentées sur ces modèles comme vous pouvez le voir. Alors pourquoi ce choix du costume du quotidien ? Tout simplement parce que vous connaissez, dans le Pays de Beau, on connaît la cornelle, donc ce costume de cérémonie qu'on connaît le plus. On a fait le choix de travailler sur ce costume-là de manière approfondie. Il nous a paru primordial de travailler également sur le costume du quotidien. Et donc d'aller chercher les spécificités et ça a été vraiment une base pour débuter ce travail de réflexion autour de ce costume-là, parce que faut savoir qu'on n'a pas de pièces, on n'a pas collecté de pièces de 1900, on a des morceaux de pièces, mais on n'a pas des pièces. Donc la démarche, elle est vraiment celle de, à partir de sources iconographiques, d'écrits, de témoignages. De nos arrière-grands-parents, parents qui nous ont conté leurs souvenirs. Se portera sur l'arrière, la bande qui repose sur le dos doit être droite, les ailes alignées et droites. Une fois ce point assuré, il convient de remonter la capuche sur la tête en veillant à ce que l'arrondi se fasse correctement et que la capuche soit bien fluide à l'arrière et sur les côtés. Une fois ces points assurés, 3 épingles à tête blanche sont apposées sur la coiffe. Une sur chacune des ailes et une sur le haut de la tête. Pour apporter juste une précision, c'est une coiffe de protection qui va évoluer au fur et à mesure des années, qui deviendra première guerre plutôt une coiffe d'apparat, qui ne sera plus ce capot plein. Aujourd'hui, vous voyez des capots pleins. Progressivement, on glissera vers du filet et ce ne sera plus une coiffe qu'on portera au quotidien, mais plutôt une coiffe d'apparat qui sera portée pour des grands dimanches. Alors, je ne sais pas si vous avez été au Tradides, mais on a porté ces coiffes-là mode 1930 pour le Tradides. Merci. Merci à vous. Alors, on va vous poser quelques questions
pour lesquels je vais faire l'intermédiaire du jury. Alors, une première toute petite question, parce que vous venez de le dire, pourquoi le nœud à gauche? Alors, c'est plus une tradition pour nous. Moi, j'ai pas de réponse précise sur le choix du nœud à gauche. Du coup, le nœud à gauche, en fait, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le cercle. Et du coup, c'est vrai que quand on a commencé à porter les capots pleins, les anciennes nous disaient toujours le nœud à gauche. Et c'est resté dans la tête, donc on a gardé le nœud à gauche. Et du coup, effectivement, c'est une tradition au sein du cercle de porter le nœud à gauche. Merci pour cette réponse. Je reviens sur votre reconstitution de capot, justement. Dans votre dossier, vous nous mettez de manière très juste une photo un peu à plat d'une pièce ancienne qui a été une de vos sources, et puis une photo justement aussi à plat de vos reconstitutions. Et ça nous a amené en fait à nous interroger sur... alors là, vous nous présentez une pièce source, mais est-ce que vous en avez d'autres qui ont peut-être différentes formes, avec des largeurs différentes, avec d'autres pièces? Et est-ce que ça vous a amené à vous poser aussi des questions sur le patronage de votre capot, sur les choix que vous avez faits en termes de taille, de l'arrière? Enfin, on voit par exemple quand on compare vos deux photos que c'est pas tout à fait la même chose. Alors on imagine qu'il y a des choix derrière que vous avez faits, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, oui, c'est un sujet qui est en permanence en réflexion, parce que on voit bien que sur un certain nombre de photographies, la taille de la longueur de l'arrière et puis même de la capuche, sa largeur n'est pas la même. Donc c'est en perpétuel questionnement. Ce qu'on vous propose là, c'est effectivement un choix, un instant T. Ça nécessite, et on y travaille parce que c'est un vrai sujet de recherche là pour le coup, l'évolution du capot, et même l'évolution du capot alors, sur un certain nombre d'années, et au sein même du terroir de Beau, parce qu'on voit bien qu'il y a des différences aussi en fonction des communes. Donc la largeur, elle sera pas, oui, elle va évoluer, ça c'est sûr. Pardon ? L'échancrure aussi peut-être? Oui. On est sur ces questionnements en ce moment, pour tout vous dire. C'est un vrai sujet de recherche en cours, parce que à force d'avoir étudié ces photographies, on constate des différences. Merci. On continue un petit peu sur le même sujet. On a vu aussi que sur l'icono de capot ancien que vous nous présentiez, il y avait un petit motif d'ornementation de dents de scie au niveau de la pointe. C'est quelque chose qu'on connaît aussi, qui est assez courant sur ce type de capot, même dans d'autres territoires. Vous avez choisi de ne pas forcément le reproduire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Du coup, quand on a fait le prototype, c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir sur un capot assez simple, sans la dent de scie. Après, on s'imaginait à l'époque que la dent de scie c'était un peu plus travaillé, donc peut-être un peu moins pour le quotidien. Maintenant, c'est toujours pareil, on est toujours dans la recherche et on découvre un peu plus de choses aujourd'hui qu'on continue d'améliorer au fil de nos recherches. D'accord, merci. Allez, une petite dernière, mais encore un petit peu de temps. Vous nous avez parlé aussi, dans votre dossier, vous avez dit que vous aviez des sources sur l'amidonnage des capots, sur le fait que c'était amidonné, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous dire quelles sont vos sources? Donc nos sources, c'est toujours nos mamies, en fait, les mamies du cercle, les mamies qui nous ont appris à nous habiller, à nous coiffer. Et elles nous ont appris aussi les pièces et l'amidonnage. Donc elles nous ont expliqué comment amidonner la cornette en tulle, le capot filet et également les pièces en coton. Donc c'est la recette que l'on a des personnes qui sont plus là aujourd'hui malheureusement, qu'on a gardé, qu'on a essayé
de reproduire au mieux et du coup qu'on essaye de céder aussi aux plus jeunes, quoi. Pour préciser, c'est un amidonnage, un amidon cuit qu'on appose sur la bande de tissu, donc cette bande uniquement. On amidonne l'arrière différemment. C'est pas une mince affaire d'amidonner ces coiffes-là. On s'y reprend à plusieurs reprises pour celles qui ne sont pas des habitués. Mais effectivement, oui, c'est de l'amidonnage cuit pour pouvoir. Le gros travail, c'est d'assurer cet arrondi et qui tienne dans la durée aussi. D'accord, je vous remercie. A priori, nous avons fait le tour de la durée des votes et des questions. Merci beaucoup.